Europe 1. Avec l'heure d'un premier bilan pour le grand débat et comment le gouvernement cherche aujourd'hui à se réconcilier, peut-être d'un point de vue social, avec une partie des Français. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Annie Béchard. Merci d'être avec nous en qualité de président de l'Institut ELAB, d'expert aussi du contexte politique du moment et social. On voit bien une nécessité aujourd'hui pour le gouvernement de remettre à plat un système et manifestement toutes les couches sociales s'accordent sur ce point. Quand on lit un petit peu, on va dire un quart des contributions en ligne qui ont été analysées, on voit que de ceux qui ne paient pas l'impôt sur la fortune mais sont exsangues, aux plus aisés qui redoutent par exemple la réforme de l'impôt sur les successions, le système fiscal français est dans toutes les têtes et doit être reposé. Oui, c'est clair, on le voit et on le voit depuis plusieurs mois d'ailleurs dans toutes les enquêtes qui dressent le portrait de la France. Se manifeste une véritable souffrance sociale. Cette souffrance sociale, elle se caractérise par deux phénomènes. Le premier, c'est les fins de mois, la difficulté du pouvoir d'achat. On a en France aujourd'hui, en 2018, en 2019, un Français sur deux qui déclare ne pas boucler sereinement ses fins de mois. Ce chiffre, chez ceux qui se déclarent gilets jaunes, il atteint les 2/3. Donc on voit bien qu'il est encore exacerbé chez les gilets jaunes. Et deuxièmement, effectivement, le rapport à l'impôt, le sentiment d'injustice. Près de 8 Français sur 10 considèrent que la société est injuste et cela remet en cause une partie du pacte fiscal. Non pas simplement dans l'idée de payer des impôts. Bien sûr, il y a un tiers des Français qui disent que c'est inutile de payer des impôts. C'est un chiffre élevé. Mais quand on pose la question différemment, quand on demande aux Français pourquoi seriez-vous prêt à payer des impôts, il n'y a que à ce moment-là un Français sur 5 qui dit non, en aucun cas je ne serais prêt à payer plus. En revanche, si c'était fléché, si c'était pour la pauvreté, si c'était pour la santé, il paraît que le thème de la santé fait partie des sujets qui sont beaucoup traités. Si je sais où va mon argent, je suis capable de contribuer à hauteur. Et le problème de la taxe carbone qui a évidemment mis, sans jeu de mots, le feu aux poudres en octobre et novembre, c'est justement ce sentiment que finalement ça n'allait pas servir véritablement à lutter contre le climat, et par ailleurs que c'était une mesure injuste parce qu'elle touchait plus fortement ceux qui étaient déjà dans la difficulté du pouvoir d'achat, ceux qui vivaient loin des villes, ceux qui avaient besoin de leur voiture pour travailler. En tout cas, on voit bien que c'est la préoccupation fiscale qui ressort. On va voir les différentes lignes aujourd'hui. Et là, pour le coup, on est en phase avec le tout début du mouvement. Et je pense que Laetitia Deval des Gilets jaunes ne dira pas autrement. Trop plein, ras-le-bol fiscal qui peut cimenter deux France qui sont jusqu'à présent un peu fracturées et cloisonnées. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire UDI de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, secrétaire général de l'Association des maires de France. Je voulais vous faire réagir parce que on connaît plusieurs chiffres aujourd'hui, grâce notamment à Sébastien Lecornu, l'un des co-animateurs des grands débats, le ministre qui a fait un premier bilan, lui, pour le coup, dans le JDD hier. D'abord, sur ce point, 60% des réunions organisées dans le cadre du grand débat l'ont été par les élus locaux, dont vous. Il tire un chapeau de fait à ces élus qui ont été des relais de cet échange et de cette parole publique. Oui, écoutez, c'est la réalité des choses. Donc, un très grand nombre de maires ont décidé soit d'animer eux-mêmes les débats, mais le plus souvent de mettre à disposition les installations municipales, les salles, etc., la sono, pour que ce débat puisse avoir lieu dans les meilleures conditions, même s'ils ne les animaient pas eux-mêmes. Et ça faisait partie de notre service public, c'est notre conception du service public. Il y a un débat qui a lieu dans le pays et il est absolument normal que les maires, les communes qui ont les dispositions de ces locaux puissent les mettre à disposition. Oui, ça prouve que, compagnon de route ou pas d'Emmanuel Macron, Philippe Laurent, vous restez l'échelon de la proximité, de la compréhension, du dialogue social. Oui, tout à fait. D'ailleurs, même les maires qui ont animé les débats, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément d'accord avec toutes les questions qui étaient posées ou même avec les réponses qui pouvaient être apportées. C'était simplement l'idée qu'il devait y avoir débat entre les Français. Moi, j'insiste, nous avons beaucoup insisté à l'AMF sur un point, c'est que nous préférions que ces débats aient lieu aussi de manière physique, c'est-à-dire que les gens se parlent entre eux, plutôt qu'il n'ait lieu que de manière dématérialisée sur les réseaux sociaux. Et nous pensons que la confrontation verbale, si vous voulez, enfin pacifique mais verbale, entre les Français est toujours préférable à simplement l'échange anonymisé que nous connaissons sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant. C'est pour ça que c'était très important pour nous de faire ça. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, Philippe Laurent, parce que, en l'occurrence, les Hauts-de-Seine que vous représentez, vous êtes maire d'une ville des Hauts-de-Seine, comme les Yvelines, comme Paris, ont été des départements qui ont énormément contribué, mais davantage en ligne, avec les questionnaires en ligne, alors qu'on a vu vraiment des réunions physiques, il y en a eu 10 000 dans le pays, beaucoup plus organisées dans les petites communes, dans les villages, où on avait ce besoin de proximité. Donc c'est pas un discours paradoxal que vous tenez, mais vous constatez comment ça s'est passé aussi dans les grandes villes.
Oui, tout à fait. Ceci étant, les débats, enfin, comment dirais-je, les contributions qui ont été apportées dans le cadre du site du Grand Débat ou sur les sites municipaux qui ont été ensuite reroutés, si je puis dire, sur le site du Grand Débat, elles n'étaient pas anonymes. Elles étaient signées. Absolument. Nous avons reçu sur le site de la ville à peu près 150 à 200 contributions qui ont été ensuite renvoyées sur le site du Grand Débat. Elles étaient toutes signées, naturellement. Avec une très faible participation en écho, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Ce qui est à corréler, Bernard Sananès, vous avez peut-être aussi fait l'analyse comme Philippe Laurent, avec en général la très forte abstention pendant les élections dans ces départements. C'est pas tout à fait anodin. Non, c'est vrai que ce sont des habitants qui se sentent exclus du système. Donc ils considèrent que le système n'est pas pour eux. Et que ce grand débat n'a pas réinclus. Et que ce grand débat, pour l'instant, on verra la sortie, mais ne les a pas réinclus. Et donc ils ont la même attitude vis-à-vis du grand débat que vis-à-vis du vote. Il y a toujours une petite exception à cela, mais évidemment, vous l'avez dit, dans ces territoires, la participation est plus faible, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, malgré tout, il y a ce moment où on retourne un peu aux urnes, mais bien sûr, en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, dans les quartiers très défavorisés, c'est moins. Mais par exemple, en zone rurale, à l'inverse, et ça explique, à contrario, la participation au grand débat et la participation physique au grand débat, ce sont des territoires où l'on vote le plus. La participation est souvent supérieure à 80%. Donc, il y a un enjeu aussi de sortie du grand débat qui est comment on réinclut, excusez-moi, le mot n'est pas très joli, mais comment on refait participer ces acteurs du débat public, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient issus des quartiers difficiles, dans quelque chose qui aujourd'hui leur semble éloigné de préoccupations parce que tout simplement la politique ne leur parle pas. Et ça passera par les propositions qui vont naître aussi de ces différentes contributions. Sébastien Lecornu le même promet des surprises. Alors on verra bien, ça veut dire que tout n'est peut-être pas cadenassé, je ne sais pas ce que signifie ce terme exactement, mais en tout cas c'est en avril qu'Emmanuel Macron va clôturer ce grand débat et qu'il va préciser jusqu'à l'été sa vision avec les grands axes de réponse précise. Voilà ce que nous disent aujourd'hui ces ministres associés, des membres du gouvernement qui vont remettre eux aussi de leur côté leur contribution au grand débat comme l'ont fait hier les députés En Marche. On va en parler et n'hésitez pas, citoyens que vous êtes, à nous dire aussi ce que vous en pensez. Christophe notamment au 39 21 va réagir. Philippe Laurent reste avec nous quelques instants. Comment les citoyens se sont associés au grand débat, comment transformer cette énergie positive. La fin du grand débat vendredi, je le rappelle, qui va marquer le début d'une seconde étape à partir du 15 mars. Des conférences citoyennes vont prendre le relais en région et des débats aussi début avril à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ça va durer combien de temps cette histoire, Bernard Sananès, président des Labs, et Philippe Laurent, maire de Soule? C'est bien de discuter, d'échanger, mais enfin jusqu'à quand? Bah oui, visiblement le président de la République entend poursuivre. Ça veut dire aussi que les mesures, même si Sébastien Lecornu a parlé de surprise, ne sont pas complètement finalisées. D'abord, il faut du temps pour synthétiser tout cela. Voilà, il y a c'est un temps incompressible, c'est extrêmement important. Il faut ensuite hiérarchiser les demandes, il ne suffit pas de faire la synthèse, et puis il faut voir sur quoi les points s'accordent et sur quoi il y a des points de divergence. Et puis après, il y a la réponse du politique. Et cette réponse du politique, elle sera évidemment clé parce que Emmanuel Macron a saisi l'opportunité du grand débat pour enregistrer une petite correction d'image dans l'opinion. En quelque sorte, le débat a servi à décrisper. On avait une opinion qui avait basculé, non pas dans l'impopularité vis-à-vis du président de la République, mais dans une forme d'hostilité. Je vais vous prendre un exemple. Ce qui déclare, vous savez, dans les baromètres de confiance, on demande aux personnes qu'on interroge, est-ce que vous avez tout à fait confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance? Eh bien, le chiffre de ceux qui n'avaient pas du tout confiance envers Emmanuel Macron, en décembre, il a passé les 1 sur 2. C'est énorme. Là, ce mois-ci, il est en recul de 12 points. C'est pour ça qu'on peut parler de décrispation, même si l'impopularité reste très forte. Il y a encore 2/3 des Français, il faut le rappeler, on parle de remontée, c'est vrai, mais 2/3 des Français déclarent ne pas faire confiance au président de la République. Maintenant, on avait reçu il y a quelques jours encore, Philippe Laurent, vous qui êtes maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France, des élus très sceptiques sur la suite, sur la sortie de crise, et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est toute la difficulté pour le gouvernement, c'est de montrer que c'était pas simplement un instrument de reconquête, ce grand débat pour Emmanuel Macron, et qu'on va en tirer quelque chose. Est-ce que vous avez des indications sur le fait que ça va aboutir de manière très concrète du côté du gouvernement, des autorités?
Écoutez, non. Enfin, moi, j'ai participé à une réunion du comité de suivi des associations d'élus qui a eu lieu en présence du Premier ministre donc il y a quelques jours. Oui. Mais rien de plus que ce que vous avez dit et que de ce que vous connaissez n'a été dit. Il y a cette semaine des conférences thématiques nationales avec les associations d'élus, les syndicats, le patronat, etc., etc. Donc ça a lieu aujourd'hui et mercredi. Et ensuite les conférences régionales qui ont lieu là, dans les jours qui viennent aussi. Et puis ensuite, c'est au gouvernement, enfin au président et au gouvernement de faire ce qu'ils ont à faire. Vous savez, moi, j'ai pas de conseil à donner, mais nous avons quand même, dans nos collectivités locales, un peu l'habitude de ce type de débat sur des enjeux locaux, bien sûr, des enjeux d'aménagement, des choses comme ça. À un moment donné, il faut terminer, quoi. Il faut clore, parce que sinon, on est parti dans une discussion permanente, une remise en question permanente, et ça ne permet pas d'avancer, ça ne permet pas de prendre des décisions qui sont absolument nécessaires à la bonne marche du pays. Est-ce que vous rejoignez Bernard Sananès sur la décrispation, en tout cas? Est-ce que vous le constatez aussi? Est-ce que les maires de France qui sont représentés dans votre association vous remontent cette réalité? Oui, je crois que le climat est certainement un peu meilleur, mais enfin, il y a quand même aussi à la fois une grosse attente et puis aussi pas mal de scepticisme, notamment pas seulement chez les citoyens, mais aussi chez les décideurs. Voilà, donc moi je pense que si vous voulez, aujourd'hui on a un pouvoir qui est à la fois trop centralisé, mais aussi un peu trop concentré. C'est-à-dire qu'en réalité, le système tel qu'il a été conçu depuis le quinquennat, etc., a fait en sorte que le président de la République, en réalité, il est hyper exposé, c'est même le seul exposé, quoi. Et puis voilà. Donc je crois qu'il aurait intérêt à décrisper, j'allais dire, à décentraliser, à déconcentrer. Oui, puis aussi non seulement à décentraliser, mais aussi à déconcentrer. Sa manière d'agir. Ça passe et nous pensons que, nous le dirons d'ailleurs le 13 mars prochain, entre les maires, les présidents de département et les présidents de région, puisqu'on a une manifestation mercredi à ce sujet, eh bien nous dirons que en fait la vraie solution, la vraie sortie, elle est d'abord institutionnelle. Il y a une sortie institutionnelle qui est importante. Les institutions à l'heure actuelle ne fonctionnent plus de manière satisfaisante, ne permettent plus de faire en sorte que les gens s'expriment, ou en tout cas se sentent écoutés, et ne permettent plus non plus de prendre des décisions qui soient suffisamment équilibrées. Alors, on a un vrai sujet institutionnel. Il y a le sujet fiscal, absolument, bien sûr, qui est d'ailleurs assez lié. Il y a le sujet de la transition écologique, tout ça, d'accord, c'est vrai. Mais le sujet institutionnel, de notre point de vue, est probablement un préalable à tout ça. C'est ce qu'on retiendra. Et avant de vous libérer, Philippe Laurent, juste un mot, parce que hier à Chartres, le patron des Républicains marcheurs a donné un certain nombre de propositions issues des contributions des députés La République En Marche autour de ce grand débat. Il a avancé un certain nombre de choses, donc meilleure prise en compte du vote blanc, alourdissement de l'impôt sur la fortune immobilière. Il propose aussi l'indexation des petites retraites sur l'inflation. Difficile de ne pas y voir quand même la main du pouvoir. C'est le parti d'Emmanuel Macron. Comment vous analysez, vous, ces propositions du côté du parti majoritaire? Écoutez, d'abord, je trouve que c'est évidemment un petit virage à gauche après ce qui est convenu d'appeler un virage à droite au début du quinquennat. Donc c'est une forme d'équilibre qui, pour le centriste que je suis, ne peut pas forcément déplaire. D'un autre côté, encore une fois, la question de la pratique du pouvoir politique et des pouvoirs publics, elle est quand même posée. Ces mesures-là, bien sûr, elles sont importantes et elles peuvent être intéressantes à l'instant T, mais elles ne suffiront pas à recréer une vraie dynamique dans le pays. Alors pour recréer la dynamique, vous allez nous dire ce que vous en pensez, chers amis citoyens. Comment le gouvernement doit aujourd'hui répondre à vos attentes. Merci Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. On poursuit ce tour de la question avec l'analyse de Bernard Sananès, avec la voix de Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes Union d'Île-de-France, qui manifeste depuis le début du mouvement. Ça fait donc 16 semaines maintenant. Et avec Christophe qui nous attend en standard d'Europe 1 au 39 21. N'hésitez pas à nous appeler, on vous attend ma chère Julie. À J-4 de la fin du grand débat national, quel bilan pour Emmanuel Macron et pour les Gilets jaunes après 16 semaines de mobilisation? Encore plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues samedi, dans les rues de toute la France. Et on donne la parole à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à réagir pour nous dire comment pour vous le gouvernement doit sortir de cette crise pour que cela ne devienne pas une impasse après tant de discussions avec des réunions qui vont encore se multiplier. Bernard Sananès est avec nous, président de l'Institut ELAB, pour décortiquer aussi ce moment, cette fin de séquence
France. Sylvie, sur Twitter, nous écrit « Il va falloir qu'Emmanuel Macron et son gouvernement donnent des réponses concrètes qui prennent en compte les demandes principales des Français pour éviter une déception massive et aussi que les Gilets jaunes acceptent qu'il ne peut être répondu à toutes leurs demandes. » Voilà ce que dit cette citoyenne. Bonjour Laetitia Deval. Bonjour. Vous êtes porte-parole, vous, des Gilets jaunes Union Île-de-France. Vous manifestez depuis le début du mouvement. Vous étiez encore dans la rue, j'imagine, samedi, comme 30 000 autres de vos concitoyens. Comment réagissez-vous à ce que vient nous dire cette autre citoyenne, Sylvie? On ne pourra accéder à toutes les demandes des Gilets jaunes. Il faut que les manifestants l'entendent. Non, mais bien sûr, on sait très bien que sur l'ensemble des revendications, il y a presque 50 pages. On ne va pas avoir réponse à nos 50 pages. Nous sommes tout à fait conscients de cela. Maintenant, le principal reste quand même le pouvoir d'achat et cet accès au RIC en toute matière. Le référendum d'initiative citoyenne qui, selon les contributions qui ont déjà été un petit peu épluchées, n'est pas du tout une demande qui ressort, en tout cas, je veux dire, du point de vue général de la population. Peut-être ce n'est pas le cas de ceux qui manifestent à vos côtés, Laetitia, mais voilà, c'est manifestement pas une priorité des Français. Vous l'entendez? Alors je pense, oui, tout à fait, je l'entends très bien. Nous l'entendons d'ailleurs très bien, mais nous pensons surtout que les Français ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'est le RIC en toute matière et son intérêt. On a noté qu'en 1933, il y avait eu les grèves, on a eu les grèves en 68, où vous remarquerez que c'est à peu près tous les 50 ans. Le but, c'est que dans 40-50 ans, ce ne soient pas nos enfants qui soient à nouveau en train de manifester, mais que ce RIC en toute matière permette justement de garder toujours une dynamique sociale dans le pays. Oui, si c'est pas un RIC, éventuellement une proposition de loi citoyenne, c'est ce qui a été annoncé, envisagé hier par le patron des marcheurs qui a fait cette proposition. Si vous êtes 1 million de citoyens à pétitionner pour un sujet fort, cela pourrait se transformer en proposition de loi citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? La proposition de loi en soi, pourquoi pas. Maintenant, si c'est à nouveau juste faire une proposition et que derrière il n'y ait pas de fait, il n'y ait pas d'application et que cette proposition ne soit pas prise en compte, c'est un peu nul et non avenu et ça fait venir beaucoup de gens aussi pour des urnes, pour pas grand-chose en fait. En tout cas, vous attendez. Le but c'est quand même un moment de reprendre un petit peu le contrôle tout de même. Voilà, que cette démocratie participative soit naissante, voire renaissante. Il y a eu 10 000 réunions en 2 mois, 1,5 million de contributions sur une plateforme dédiée. Bernard Sananès, on précise que 1,5 million de contributions, ça fait 300 000 à peu près citoyens qui ont participé. 16 000 cahiers déposés dans les mairies, cahiers de doléances. Pour vous, c'est une réussite, objectivement, Laetitia Deval, Gilets jaunes? Parce qu'il faut voir ce qui va en être fait après. En ce qui concerne par contre les réunions, les débats, moi j'étais ravie de constater qu'il y avait tout de même des Gilets jaunes qui y participaient et que ces échanges qui ont été faits lors des débats ont montré aussi à d'autres citoyens qui ne se considéraient pas comme Gilets jaunes qu'en fait ils ont les mêmes revendications que nous. Donc quelque part nous avons pacifiquement grossi nos rangs puisque nous leur avons montré que nous ne sommes absolument pas ni vindicatifs, ni séditieux, ni autres et que en fait leurs revendications sont légitimes, de même que les nôtres et qu'elles se rejoignent. On a juste à l'instant par un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'AFP, une info qui nous parvient. Bernard Sananès, que vous pouvez réagir à cette info tous les deux. Sur le climat, le ministre Blanquer annonce l'organisation vendredi de débats dans tous les lycées. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, inclure justement les différents citoyens dans ces débats de société. Oui, et on le sait, tous les citoyens ne se positionnent pas par rapport au sujet avec la même importance, la même hiérarchie. Par exemple, quand on regarde précisément sur ceux qui se disent « je me sens gilet jaune », on voit que les préoccupations environnementales apparaissent moins fortes parce que celles sur le pouvoir d'achat et la justice sociale sont plus élevées. Quand on pose la question aux plus jeunes, oui, l'environnement reste un sujet majeur, un sujet prioritaire. D'ailleurs, par exemple, pour la campagne européenne, il y a une vraie attente cette fois-ci dans l'opinion au global que ces questions soient abordées. Et donc, on a fait un raccourci un peu bref parce qu'il y a eu des manifestations et un rejet de la mesure taxe carbone. Certains ont dit finalement, les Français ne veulent plus entendre parler de transition écologique. Mais c'est totalement faux. Il n'y a pas que les jeunes. Ce sujet reste au cœur des préoccupations. Ce qui a été, encore une fois, sanctionné sur la taxe carbone, c'est la mesure en elle-même, le sentiment d'injustice et son absence de lisibilité. Donc ce débat, effectivement, il faut voir comment il se déroule. En 3 jours, c'est un peu court, mais pourquoi pas. Ça peut permettre aux jeunes qui ont manifesté, qui manifestent sur ces questions-là, de revenir dans le jeu, de s'exprimer sur un thème qui les concerne. Il y a un autre sujet d'ailleurs qui les concerne directement et qui a été moins porté par les Gilets jaunes, c'est le sujet de l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, donc l'accès au logement. On voit bien que le mouvement des Gilets jaunes était plus un mouvement de ceux qui étaient déjà inclus
dans l'emploi, parfois en emploi précaire, parfois à temps partiel, mais le sujet de la lutte contre le chômage était moins porté dans le mouvement. Avec un tiers des gilets jaunes que vous représentez aujourd'hui, Laetitia Deval, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est le chiffre que vous nous donniez d'entrée de jeu. Bernard Sananès, je vais vous faire réagir, Laetitia Deval, sur cette sortie de crise ou cette sortie de débat par le haut. Comment le gouvernement cherche justement les codes et les bonnes solutions pour ce faire, et comment de votre côté, dans les cortèges des gilets jaunes, vous pensez aussi à demain, à la suite, à transformer l'essai peut-être différemment. Laetitia Deval, à tout de suite avec les citoyens. Je donne la parole enfin à Christophe après au 3921. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag Europe 1. Merci Gilles. Le tour de la question, la suite avec Wendy Bouchard et ses invités. Bernard Sananès est en studio avec nous. Il est président de l'Institut ELAB, dont le dernier baromètre de vendredi nous dit que la popularité d'Emmanuel Macron progresse de 4 points. À 31%, le président a retrouvé son niveau d'avant la crise des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes sont représentés ce matin par Laetitia Deval. Elle est en ligne avec nous. Elle est porte-parole des Gilets jaunes Union IDF. Oui, le président qui a retrouvé son niveau d'avant la crise des Gilets jaunes, en effet, une décrispation autorisée par ces grands débats, ces réunions publiques. Il est allé dans 8 régions sur 13. Pour l'instant, Emmanuel Macron, là, il part en Afrique de l'Est, petite parenthèse, mais il va revenir et conclure ce grand débat et donner la synthèse des propositions d'avril à l'été. On l'a retrouvé, c'est vrai, dans sa dynamique. On a fait quelques émissions sur le sujet et les sondages confirment. Oui, alors les sondages, ils s'expliquent sur un plan politique. D'abord, il y a un plus fort soutien de son camp qui avait douté en décembre, janvier, qui se demandait si le chef était toujours là. Donc on voit bien que ça remonte chez ceux qui avaient voté Emmanuel Macron au premier tour. Un sentiment aussi plus fort de soutien chez les électeurs venus de la droite. Près d'1 sur 2 déclarent faire confiance à Emmanuel Macron. On voit bien que cet électorat est un peu déboussolé, tiraillé entre son opposition à certains pans de la politique d'Emmanuel Macron et en même temps le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui. Une progression également chez les cadres. Mais quand on regarde et quand on demande aux gens qui nous disent pourquoi ce mois-ci vous avez une meilleure opinion d'Emmanuel Macron que le mois dernier, c'est intéressant. Et encore une fois, il faut rappeler que ces gens-là sont toujours minoritaires. C'est toujours l'impopularité qui domine. Il y a le mot, vous l'avez évoqué, connaissance des dossiers. Voilà. Or, pourquoi connaissance des dossiers? Vous allez me dire, pour un président de la République, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on a reproché au président de la République? On lui a reproché en 2018 sa politique, perçue comme injuste, et deuxièmement, sa personnalité, qui crispait justement. Sentiment d'arrogance, sentiment de déconnexion des réalités. En montrant sa connaissance des dossiers, il n'a pas refait tout le chemin, Emmanuel Macron. Mais en tout cas, il donne déjà une forme un peu de proximité. Si je parle de tout cela, si je connais tous ces problèmes, ça veut dire que je me rapproche un peu des problèmes, des situations des gens. Or, c'était et ça reste une de ces difficultés majeures qui s'adresse à Emmanuel Macron, mais à tous les politiques. Ils ne savent pas ce que nous vivons. Ils ne comprennent pas notre vie. Et ce débat a permis, pas sur tous les électorats, encore une fois, sans doute pas chez les Gilets jaunes, qui restent très opposés et très en défiance vis-à-vis de toutes les institutions et vis-à-vis du président de la République, mais ça a permis à corriger un petit peu l'image de Macron. Oui, avec des réunions qui ont peut-être été houleuses, mais toujours pacifiques, Bernard Sananès. Oui, j'allais dire qu'on s'est engueulé, mais plutôt avec un bon esprit, comme les Français aiment faire de la politique. Ça ne veut pas dire qu'on est tombé d'accord. Je crois que les maires qui racontent les débats disent finalement, c'est pas chacun dit un peu la sienne, mais on se confronte. Il n'y a pas forcément beaucoup de synthèse. Ce sera aux politiques et notamment au président de faire ça. C'est quoi la première fonction du président de la République quand on demande qu'est-ce que vous attendez? On attend d'abord qu'il rassemble. Bien, ce n'est pas facile de rassembler des opinions aussi contradictoires, mais c'est effectivement une des sorties attendues du grand débat. Sur le terrain, est-ce que vous rejoignez les analyses à l'instant de Bernard Sananès, Laetitia Deval? On sait que vous étiez opposé à ce grand débat, que vous jugez que c'était un peu une mascarade, mais finalement, il y a des choses intéressantes qui ressortent, notamment sur l'implication d'un certain nombre de citoyens et même parfois de gilets jaunes aussi qui ont participé à ces réunions. Alors, moi d'abord, je vais rebondir sur le thème de la crise des Gilets jaunes. Il n'y a pas de crise des Gilets jaunes. La crise, elle était là avant. Les Gilets jaunes en sont juste le fruit. Oui. C'est pas nous qui avons créé la crise. Nous sommes juste là nous l'avons juste mis en évidence. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même important de faire la distinction. Maintenant, au niveau du grand débat et de la popularité de M. Macron, je dirais qu'on ne cesse de nous dire que nous, on perd du soutien au niveau des Français, peut-être, mais même si M. Macron en récupère, nous restons quand même plus sollicités encore à ce jour. Donc c'est qu'il y a encore que pas mal de travail à faire là-dessus. Maintenant, comme je disais tout à l'heure au niveau du grand débat, je suis ravie effectivement qu'il y ait eu des échanges, même si parfois houleux, parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une démocratie
et nous discutons. Hein, c'est tout le principe de la discussion, c'est que parfois le ton hausse un peu, mais reste cordial. Oui. Il n'a pas été partagé par tous les gilets jaunes. Hein. Vous faites partie de ceux justement qui ont cette envie d'échange, Laetitia Deval, mais vous avez bien constaté que dans vos rangs c'était compliqué. En dehors de mon statut entre guillemets de gilet jaune, en tant que citoyenne, si débat il y avait dans ma commune, j'y participerais. Voilà, ouais. Voilà, ça a toujours été ma position, mais ma position en tant que citoyenne. Et maintenant, comment on sort par le haut, j'allais dire, parce que le gouvernement s'applique à essayer de trouver les recettes pour satisfaire les Français, pour pas qu'ils aient le sentiment que simplement Emmanuel Macron s'est refait une notoriété sur leur dos, pour dire les choses trivialement. Pourquoi, quand on va à Toulon, à Marseille, le samedi encore, on ne peut pas rentrer ni sortir des villes facilement parce que les gilets jaunes bloquent. Ils ont beau être peu nombreux parfois, c'est comme ça. Les samedis, des Français sont rythmés dans certaines communes par ces blocages, ces difficultés à vivre une vie, j'allais dire, plus sereine. Quel est le mot d'ordre dans les manifestations aujourd'hui pour vous, Laetitia Deval, après 16 semaines de mobilisation ? Je vous dirais que dans un premier temps, je suis tout à fait ravie de vous entendre parler des provinces, parce qu'on entend beaucoup parler de Paris, mais on entend effectivement très peu parler de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, de Beauvais, ce week-end, Lille, Rouen, etc. On cible tout sur Paris, mais il se passe énormément de choses effectivement en province. Maintenant, en ce qui concerne ce week-end, par exemple, nous, les forces de l'ordre sur Paris, ont été plutôt calmes, contrairement au week-end précédent. Oui, qui n'a pas du tout été le cas. Comment mais en face, on était calme comme les autres week-ends. Hein. Nous, l'un dans l'autre, notre comportement n'a pas changé. En général, c'est une action-réaction. Et justement, dans les provinces, les forces de l'ordre ont été beaucoup plus incisives et la réprimande a été beaucoup plus forte. Quand les retours du terrain, c'est terrible par rapport à ce que nous, on a pu vivre ce week-end à Paris. Maintenant, je comprends bien effectivement qu'une partie de la population se considère comme étant prise en otage, mais on n'a rien sans rien. Une révolte, entre guillemets, sociale ne peut pas se faire uniquement que dans le grand débat, puisque il va se finir là. Concrètement, nous ne savons pas ce qui va se passer derrière, ni vous, ni moi, ni d'ailleurs le président ou le gouvernement. Mais pourquoi, Laetitia Deval, on peut vous suivre là-dessus, mais pardon, pourquoi déjà imaginer un grand raout le 16 mars, par principe, grande manifestation, parce que vous considérez que finalement le 16 mars, tout commence, ça sera le lendemain de la fin des contributions pour le grand débat. Ça veut dire que on peut parler, mais on parle pour ne rien dire, pour vous, de l'autre côté, du côté de ceux qui non, ça veut dire que on peut parler, mais justement, nous, le 16 mars, nous serons à nouveau dans la rue, parce que c'est pas parce qu'on a fini entre guillemets, de débattre et de parler que le mouvement est terminé, puisque justement, nous n'aurons pas encore les réponses. Donc, nous n'aurons pas les réponses, il est normal que nous maintenant... Ouais, parce que de rester pacifiste et de rester groupé. Oui, de rester groupé. Je dis, il faut savoir terminer un combat, le gouvernement y pense de son côté, vous y pensez du vôtre. En même temps, nous sommes rentrés un petit peu dans une guerre des nerfs, donc ça va être au premier qui lâche. Et vu l'ensemble des revendications, n'oublions pas quand même que tout a commencé par la hausse du carburant, certes sous couverture de la taxe carbone, mais qu'à ce jour, le carburant nous coûte quand même plus cher qu'au début du mouvement. Il y a une énorme baisse des APL, il y a le prélèvement à la source, la CSG pour les retraités qui ne sera tout compte fait appliquée qu'au mois de juillet-août, bon certes avec effet rétroactif, mais tout ça n'a pas changé. La situation, en fait, quand on analyse économiquement depuis le début du mouvement, ça s'est empiré. Donc vous voulez juste être là, c'est normal que quelque part on ait encore le doute. Eh bien, vous avez encore quelques minutes pour nous, Laetitia Deval ? Bien sûr. Allez, juste après la pause, je vous donne la parole avec Christophe. J'aimerais vous échanger ensemble. Il est citoyen, il nous appelle de Rennes au 3921 et avec l'analyse de Bernard Sananès sur Europe 1 jusqu'à 10h pour faire ce tour de la question. Premier bilan du grand débat, à tout de suite. Nous poursuivons notre tour de la question après avoir écouté Zaz, le deuxième extrait de son album Effet Miroir. Écoutez. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toutes
toute la beauté du monde à portée de tes yeux, les poings chauffés à blanc. Je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Ici en studio, on est tous les trois sous le charme de cette chanson de Zaz. Demain, c'est toi. Europe 1. Le tour de la question à J-4 de la fin du grand débat national. Quel bilan pour Emmanuel Macron et pour les Gilets jaunes, Wendy Bouchard? Avec ce bilan chiffré, on va le dire, 10 000 réunions publiques, 1 500 000 contributions sur la plateforme dédiée, 16 000 cahiers déposés dans les mairies, réussite objectivement de la part des élus, ils le disent, mais aussi du gouvernement qui va maintenant s'attacher à synthétiser toutes ces propositions. Bernard Sananès, on étudie tout cela avec vous, vous qui êtes président de l'Institut ELAB. Et Laetitia Deval est toujours avec nous, porte-parole des Gilets jaunes Union Île-de-France. Alors que ce combat continue de leur côté, vous voulez rester des vigies et même le poil à gratter du gouvernement pour qu'il n'y ait aucun relâchement sur les différentes propositions sociales. Christophe, bonjour Christophe, vous que j'annonce depuis un petit moment sur l'antenne d'Europe 1, pardonnez-moi, bonjour à vous. Bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'avoir la gentillesse de réagir à ce sujet citoyen, sinon l'en est de société. Est-ce que vous avez participé, vous, aux réunions dans votre... Vous êtes à Rennes, je crois, hein? Oui, Wendy, oui. Et comment côté. Oui, et comment, bien sûr. Oui, alors j'ai participé... Je me suis inscrit sur le site. J'ai travaillé les 4 thématiques qui étaient proposées avec les sous-thèmes. J'ai trouvé que c'était extrêmement pédagogique et même très plaisant à faire. Voilà, on se donnait 30-40 minutes pour le faire et j'ai trouvé ça intéressant. Après, je suis allé assister à une réunion, j'ai écouté, je suis allé voir les cahiers de doléances à la mairie de Rennes. Et je trouve que les gens ont plutôt participé. Et puis, voilà, ce que je disais tout à l'heure, voilà, en off. Oui, à tous nos amis du Standard que je salue. Voilà. Je peux concevoir qu'on râle, je peux concevoir qu'on soit mécontent. Par contre, il faut faire l'effort de proposer des idées, des solutions, mais pas des choses farfelues, des choses qui se tiennent. Alors c'est pas toujours évident, mais je trouve que la consultation est intéressante. Maintenant, on verra bien comment est organisée la synthèse et puis ce qu'il en ressort. Alors j'espère qu'on aura quelques éléments intéressants ou pendant l'été ou après l'été peut-être, et puis des mises en application d'ici une petite année. Maintenant, je partage ce que disait M. Philippe Laurent tout à l'heure. Il faut décentraliser, il faut redonner toute la puissance dont ils ont besoin aux corps intermédiaires et dont les maires. Ça, c'est absent. Et puis, voilà, je veux pas chicaner avec Madame Deval. Qui vous écoute, vous pouvez échanger. Oui, mais quand elle dit on n'a rien sans rien, je voudrais quand même lui signifier, je pense qu'elle le sait. À Rennes, par exemple, on a 10% de plus de dépôts de bilan sur les commerçants de l'hypercentre entre janvier 2018 et janvier 2019.
C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, mais il y a quand même énormément de gens. Alors je vais rebondir, sachant que le mouvement des Gilets jaunes a commencé le 17 novembre. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que les 10% supplémentaires ont eu lieu après le 17 novembre. Ou si on met en prorata temporis, ça veut dire que ça s'est élaboré sur toute l'année. Parce que le 17 novembre et le 31 décembre, il n'y a pas eu beaucoup de marge. Ça m'étonnerait que les dépôts de bilan soient tombés à ce moment-là. Donc justement, non, mais il faut rétablir les choses. Moi, je veux bien être d'accord et dire il y a des dépôts de bilan, etc. Et qu'on prenne une part de notre responsabilité. Maintenant, il est hors de question que l'on porte le fardeau de tout le monde en même temps. Parce qu'il y a aussi beaucoup de commerçants qui sont bien ravis d'avoir les gilets jaunes et il y a aussi énormément de commerçants qui sont eux-mêmes gilets jaunes. Il ne faudrait pas non plus les oublier. Mais les commerçants gilets jaunes, en l'occurrence, travaillent le samedi et ne peuvent pas ni bloquer, ni filtrer, ni aller dans les cortèges, dans les différentes manifestations. Tout à fait, mais il y en a qui travaillent avec leurs gilets jaunes. Tout à fait aussi, mais sans chicaner sur les chiffres qu'avance Christophe de Rennes, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il y a quand même aujourd'hui un peu plus de 50% de Français continuent à soutenir le mouvement. Monsieur Bernard Sananès, je pars sous votre gouverne. Le total soutien plus sympathie. Soutien plus sympathie. Donc c'est en recul. Oui. En revanche, quand on demande aux Français si le mouvement doit s'arrêter, ils sont depuis 3 semaines, pour la première fois, majoritaires à exprimer le souhait que le mouvement s'arrête. Voilà, pour la petite parenthèse, pour vous permettre de réagir avec des constats établis, Laetitia Deval, quand on vous demande de vous arrêter, vous dites nous on ne relâche pas la pression et pour reprendre les propos relayés par Christophe, on n'aura rien sans rien, c'est bien ça? Ah mais tout à fait, mais en même temps une révolte entre guillemets sociale comme ce qui est en train de se passer, ça ne se passe pas en 3 mois. Enfin, il faut arrêter un petit peu de sortir en se disant ça y est, les Français vont sortir pendant 2 week-ends et on va obtenir tout ce qu'on veut. Non, mais là, 68, on parle de mai 68, mais mai 68 ne s'est pas déroulé en 1 mois. Ça a été le mois clé. Tout ce qu'il y a pu avoir comme grande évolution sociale, ça a duré sur plusieurs années. J'entends bien effectivement qu'il y a des commerçants qui en souffrent. Moi, très ironiquement, il y a 2 personnes qui ont osé sur ma commune, 2 commerçantes, dire qu'à cause des gilets jaunes, elles avaient perdu du chiffre d'affaires, sauf que les gilets jaunes n'ont jamais manifesté dans Pontoise et qu'elles n'ont absolument jamais été bloquées. Donc, à un moment, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et arrêter de tout stigmatiser sur les gilets jaunes. Je reprends l'expression de monsieur qui a parlé d'entre janvier 2018 et janvier 2019. Mais entre janvier 2018 et 2019, il n'y a eu qu'un mois et demi de manifestation. Oui, mais vous savez très bien que Laetitia Deval, il y a aussi un certain nombre de Français qui se disent maintenant, bon, c'est samedi, on va encore se faire emmerder dans les rues, etc. Ça va bloquer, on va pas pouvoir prendre la voiture, donc on reste à la maison, on fait rien. Donc, votre commerçant de Pontoise, si les gens ont besoin de sortir, je vous dirais, ils vont pas vivre en autarcie. Ça m'étonnerait que tout le monde ait son petit potager, tout le monde ait de quoi fabriquer ses vêtements. Vous savez très bien ce que je veux dire. Les courses, il faut les faire. Oui. Donc, si elles ne sont pas faites le samedi, elles seront faites un autre jour. Les magasins sont ouverts tout le temps, à part le dimanche ou le lundi. J'entends que vous êtes encore mobilisé, Christophe l'entend comme moi. En tout cas, je vous remercie Christophe pour votre implication parce que vous avez trouvé la consultation pertinente. Vous attendez, j'imagine maintenant, une sortie de crise. Alors, vous parliez des propositions, elles seront théoriquement données avant l'été, parce que si c'est pour que ça donne au cœur de l'été, entre avril et l'été, dit le gouvernement Bernard Sananès. Oui, ça nous laisse une fourchette de 3 mois. D'abord, il y a un temps pour annoncer toutes ces mesures, les chiffrer, parce que certaines vont avoir un impact, visiblement, si elles ne doivent pas être déceptives. Et puis, vous savez, il y a un autre enjeu qui est très important, qui est de convaincre les Français très vite, qui sera de convaincre les Français très vite que certaines de ces mesures les concernent directement. Parce qu'on le voit bien par rapport au discours politique, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, mais finalement, pour moi, ça change quoi? Et cette réponse à « pour moi, ça va changer quoi ?» auquel le président de la République, le 10 décembre, avait en partie répondu. Certains disaient que ce n'était pas assez, mais il y avait des réponses dont on ne sait pas si elles sont déjà appliquées, ces mesures ou pas. Mais c'est vrai que cette question de est-ce que le gouvernement va pouvoir dire dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, voilà l'impact direct pour tel ou tel, il y a un enjeu, vous savez, on dit aujourd'hui, on customise. Il y a un enjeu de, est-ce qu'on peut customiser la politique? Est-ce que la politique, c'est bien sûr l'intérêt général, c'est des annonces globales, mais est-ce que les responsables politiques peuvent dire avec leurs administrations, comme ça a été fait sur le prélèvement à la source, par exemple, oui, voilà en avance quel impact ça va avoir directement pour votre vie quotidienne. Merci de cette analyse, encore quelques minutes avec vous. Merci Christophe qui vous nous avez appelé de Rennes au 39-21. Merci à Laetitia Deval que je libère, porte-parole des Gilets jaunes Union Île-de-France qui manifeste depuis 16 semaines maintenant avec ses amis Gilets jaunes. A tout de suite sur Europe 1, premier bilan pour le grand débat national à J-4 de la fin des contributions. A tout de suite avec Julie.
Un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes, un grand débat national qui touche à sa fin ce vendredi. Quel bilan pour cette mobilisation nationale? Avec un bilan positif du côté de Christophe qui nous a appelé il y a un instant, beaucoup plus négatif pour Mathieu qui nous écrit de Paris. Je trouve que le grand débat ne prend pas du tout. Les manifestations perdurent de samedi en samedi. Encore 64% des gens qui ont une mauvaise opinion de M. Macron et 68% qui sont insatisfaits. C'est vrai que si on lit dans l'autre sens, c'est ça. Le grand débat ne prend pas, les gens ne sont pas dupes. Bernard Sananès, vous n'êtes pas critique, vous êtes objectif avec l'Institut ELAB que vous présidez. Vous nous donniez cette cote de popularité d'Emmanuel Macron qui progresse de 4 points. Dernier sondage baromètre ELAB de vendredi à 31%. Le président a donc retrouvé son niveau d'avant la crise des Gilets jaunes. Il joue, je ne vais pas dire son quinquennat, mais en tout cas beaucoup Emmanuel Macron dans cette histoire et il sait très bien le risque qu'il court s'il n'entend pas les revendications. Ah, c'est clair, le risque est extrêmement fort, il est à la hauteur des attentes. Vous savez, moi je ne dis pas que le grand débat est un grand succès, mais c'est vrai que, un, il a contribué à décrisper, deux, il a rendu le président de la République à nouveau audible. J'ai envie de dire, Emmanuel Macron a gagné avec ce grand débat le droit à pouvoir espérer avoir une deuxième chance. Mais cette deuxième chance, il ne l'a pas encore gagnée. Il y a une forme d'attente qui est de se dire qu'est-ce qu'il va en sortir. Et donc les risques sont quoi? Le premier, c'est l'excès de confiance. Parce qu'il y aurait moins de personnes dans la rue, parce que le soutien de l'opinion serait moins élevé, le sentiment que finalement on pourrait se contenter de petites mesures, que tout va rentrer dans l'ordre. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et puis on a entendu en face qu'il y avait un certain nombre d'irréductibles. Et puis par ailleurs, parce qu'au-delà des manifestations dans la rue, qui ne sont pas le seul marqueur, les revendications initiales du mouvement des Gilets jaunes, pouvoir d'achat, justice sociale et fiscale, restent aujourd'hui majoritaires dans l'opinion. Donc premier risque, l'excès de confiance. Le deuxième, c'est finalement la déception du tout ça pour ça. Toutes ces réunions, toutes ces contributions, et puis qui ne sont pas finies, Julie le disait tout à l'heure. Et puis des réponses qui seraient soit à côté de la plaque, soit partielles, soit des mesures qui n'apparaîtraient pas assez créatives. D'ailleurs, vous savez, c'est intéressant. Moi, j'ai le sentiment que avec cette séquence du grand débat, à moitié réussie, on vit finalement la campagne électorale qui n'a pas tout à fait eu lieu. Cette campagne électorale, elle a été très paradoxale. Il y a eu l'irruption du phénomène Macron, il y a eu le dégagisme, il y a eu le crash de la droite, mais la campagne de fond, elle a peu eu lieu. Et puis le troisième risque pour Emmanuel Macron, c'est quelque part sa solitude qui est encore renforcée par le grand débat. Parce qu'on l'a vu, lui, exposé en première ligne tout le temps. Sans lui, bien sûr, des ministres ont fait des débats, mais tout est concentré autour de lui. Les ministres sont des faire-valoir à l'occasion des débats. Oui, et c'est vrai qu'on se dit, il n'a pas de fusible. Même changer de Premier ministre ne servirait pas à grand-chose. C'est Emmanuel Macron qui se retrouve aujourd'hui, pas seulement face aux Gilets jaunes, face au peuple, et c'est de lui, comme souvent les Français par rapport au président de la République, qu'ils attendent des réponses fortes. Oui, et c'est lui qui a souhaité revenir en première ligne, qui a eu l'idée de ces réunions publiques un peu partout en France, donc il s'est surexposé en effet. Maintenant le danger est une incompréhension oui, le danger de la déception, et puis le danger, encore une fois, d'être surexposé, parce que cette gouvernance, on le voit, est très concentrée. Alors, ce n'est pas anormal. Les Français attendent toujours tout du président de la République. Mais c'est vrai que rarement, le déséquilibre, le fait qu'il n'y ait pas au gouvernement suffisamment de ministres qui ont une voix forte dans l'opinion, qui pèsent dans l'opinion, ajoute encore ce sentiment d'un pouvoir concentré dans une seule main. Merci pour cette lecture de ce premier bilan, de cette première étape du grand débat. Encore 4 jours pour mettre vos contributions. Ensuite, les garants vont se charger de synthétiser. On va avoir différentes réunions publiques qui vont s'accélérer maintenant dans les régions pour donner la parole, dans les lycées, comme le souhaite par exemple le ministre Blanquer, vendredi sur le climat, des thèmes de société pour vous réunir. À bientôt Bernard Sananès. À bientôt, merci. Je renvoie à votre institut ELAB. On va se retrouver dans quelques instants avec vous, chers auditeurs, vos contributions si vous le souhaitez, pour parler des mystères du cerveau, des toutes dernières découvertes sur cet organe assez méconnu encore. Nous commençons aujourd'hui une semaine de réflexion dans tout le pays. C'est la semaine du cerveau, 120 villes mobilisées, 800 chercheurs également pour vous éclairer sur ce sujet. À tout de suite, Julie.